bien, bah écoutez, bonsoir à tous. Je vais me présenter également brièvement. Donc, je suis Adeline Sergent. J'ai rejoint la Ligue en août, en septembre pour commencer la saison. Je suis arbitre international, juge arbitre certifié également, enfin, Ligue certifiée, pardon. Ce soir, donc, enfin, Stéphane m'a sauté dessus, on va dire, pour mettre des actions au sein, notamment au niveau arbitrage, qui est mon domaine de prédilection. Euh, et donc, voilà, on essaye de construire la saison ensemble. J'ai déjà mené quelques actions sur cette fin de saison aux côtés d'Alexandre ou de Stéphane. Et donc, voilà, on souhaitait ce soir parler de la fonction d'officiel technique, donc sur un public assez large, hein, pour toucher un peu tous les acteurs. On va pas forcément parler d'officiels techniques aux officiels techniques qui savent déjà un petit peu ce que c'est normalement. Voilà, donc on est ensemble pour, on va dire, une heure et demie maximum. Je vous laisserai la parole à certains moments, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis Alexandre me relaiera vos questions auxquelles on tentera de répondre. Et puis, ma foi, j'espère que ça vous plaira. Donc, bonne séance, on va dire. Alexandre, je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, en objectif, on s'est donné trois points pour ce soir. Démystifier la fonction d'officiel technique. Je vais vous expliquer pourquoi ce terme démystifier. Le deuxième point, c'est essayer de changer la façon de percevoir un officiel technique, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, en échangeant avec différentes personnes, différents acteurs, que le regard sur les OT n'est pas forcément très pertinent. Enfin, il y a de tout, donc on va essayer de vous parler de ça. Et puis, en dernier point, Stéphane vous parlera donc du plan d'action de la Ligue. Donc, démystifier la fonction d'officiel technique. Démystifier, j'ai eu envie de vous mettre une petite définition parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc, démystifier, c'est détromper quelqu'un alors qu'il est l'objet d'une tromperie collective. Et donc, on va vous éclairer et vous expliquer ce qu'est le rôle d'officiel technique. Un officiel technique, sachez qu'avant tout, ce n'est pas un bénévole. Pourquoi c'est pas un bénévole? C'est parce que c'est une personne qui a été formée. Formée dans son rôle. Donc, il y a trois fonctions au niveau de l'officiel technique. Il y a la fonction d'arbitre, la fonction de juge-arbitre et la fonction de juge de ligne. Comment vous, dans vos clubs, dans vos comités ou dans la ligue, vous pouvez sensibiliser les acteurs pour trouver des volontaires pour participer aux fonctions d'officiel technique, en tout cas aux formations d'officiel technique, car faut pas se leurrer, souvent c'est le désigné d'office qui va en formation parce que on a toujours du mal à trouver un peu de volontaires. Donc souvent on entend quelques phrases là que je vous ai mis. Je suis joueur et j'ai pas le temps. La formation est trop longue. J'ai déjà essayé de lire le règlement et c'est trop compliqué. Il y a trop de contraintes sur le parcours, c'est un engagement trop lourd. J'ai peur de me tromper, je sais pas prendre des décisions. Et puis, sûrement tout un tas d'autres prétextes, voilà, que vous pouvez entendre sur le terrain. Et donc, on va vous expliquer cet obscur parcours, qui est obscur à cette heure-ci, mais qui sera un petit peu moins dans quelques instants, je l'espère, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, et que le message à passer, c'est que oui, il n'y a pas tant de contraintes que ça à devenir officiel technique. Donc la fonction par laquelle j'ai voulu commencer, puisque c'est celle sur laquelle je suis la plus sensible, c'est la fonction d'arbitre. Être arbitre, qu'est-ce que c'est? Être arbitre, c'est mettre en œuvre ses compétences au service des joueurs et du jeu. C'est une notion qui est assez importante. Pourquoi? Parce que
les joueurs sont là pour, ils font tout pour gagner le match. L'arbitre va tout faire pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour exprimer leur talent. La formation d'arbitre initiale, c'est 6 heures de théorie et 9 heures de pratique. Donc autant vous dire que pendant une formation initiale, on ne va pas passer notre temps à lire le règlement. Il y a beaucoup plus de pratique. Le règlement, on l'apprend, on le découvre de façon ludique, avec des supports qui sont totalement adaptés aujourd'hui. D'expérience, ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais des formations. 90% des personnes qui sortent de formation disent c'était super, c'est pas du tout à ça que je m'attendais en venant. Donc c'est pour ça que, encore une fois, ce terme de démystifier, il est important. Parce que les gens se font une idée de je vais aller en formation arbitre et je vais faire que lire du règlement. Non, c'est pas ça du tout. La preuve, c'est de toute façon sur le papier, les textes indiquent que c'est 6 heures de théorie et 9 heures de pratique. Dernier point aussi, pour ceux qui indiquent que c'est trop contraignant, que ça va prendre trop de temps par rapport à son temps de joueur ou sa vie de famille ou autre. Non, on est maître de son parcours et on progresse en fonction du temps qu'on va accorder à sa pratique. Je poursuis un petit peu sur donc les deux, le parcours, le cursus arbitre, et puis je vous laisserai la parole ensuite si vous avez des questions. Formation initiale. La formation initiale, comme je viens de vous le dire, c'est 6 heures de théorie, 9 heures de pratique, et elle est accessible à tous les licenciés à partir de 11 ans. Donc on peut très bien avoir des jeunes de 11 ans avec des personnes de différents âges. Ça pose absolument aucun problème. Justement, la mixité des âges apporte un plus dans le groupe. Le plus jeune qu'on ait eu, Adeline, c'est 13 ans en fait qu'on ait eu en tant que jeune sur une formation initiale. Ok. Donc une fois qu'on a passé son week-end de formation initiale, on va s'exercer et on peut se présenter à un examen. Et l'examen est à passer dans les 2 ans maximum après le stage, en ayant arbitré 10 matchs minimum. Donc en gros, qu'est-ce que ça représente? C'est arbitrer 10 matchs, ça va être 2 fois une journée éventuellement, ou juste une fois un week-end. Après, bon, on conseille de le faire de différentes façons. Voilà, donc c'est pas énorme. Et comme je vous l'indique ensuite, le temps passé, c'est 2 week-ends pour la formation et pour l'examen, plus, je sais pas qui souffle dans son micro, mais il faudrait le couper, s'il vous plaît. Ouais, il y a un problème. Ouais, je pense que ça a été, le micro a été coupé. Vous réactiverez votre micro et votre vidéo quand, si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc je disais, oui, le temps passé, donc c'est 2 week-ends pour la formation et pour l'examen, donc 1 pour la formation, 1 pour l'examen, plus de l'entraînement, soit sur du jeu libre au sein de son club, soit sur des tournois privés, quand on a l'occasion. Ensuite, une fois qu'on a eu son examen, donc on devient arbitre ligue accrédité, donc c'est le premier niveau d'arbitrage. Et donc, au cours d'une saison, l'arbitre ligue accrédité doit totaliser au moins 10 matchs par an afin de rester actif. Ce qui est une chose normale. Un diplôme n'est pas acquis à vie. Il y a des compétences. Et il faut pratiquer pour continuer à progresser et en tout cas se maintenir au niveau. Et quand on est arbitre ligue accrédité, qu'est-ce qu'on a le droit d'arbitrer? On a le droit d'arbitrer sur des tournois, des championnats de ligue, des interclubs départementaux et des interclubs régionaux. Là, je vous donne les textes fédéraux. Après, je sais très bien qu'ici, dans notre ligue, on n'arbitre pas encore sur les interclubs régionaux, mais ça viendra peut-être. En tout cas, quand on est arbitre ligue accrédité, on peut faire ça. Ça viendra, avec certitude.
Donc ça, c'est pour le premier grade. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire sur ce premier parcours, cette première brique? Non, pas encore? Je poursuis. J'ai encore deux petites slides sur l'arbitre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas ensuite à les poser via le chat ou à intervenir en remettant votre caméra et votre micro pourvu que ce ne soit pas tout le monde en même temps. Donc ensuite, on a le second grade qui est arbitre ligue certifié. Donc, quel est l'intérêt de passer d'un grade à l'autre? C'est simplement qu'on va pouvoir arbitrer sur des compétitions de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'ici, en devenant arbitre ligue certifié, on va pouvoir arbitrer en National 2. Pour cela, il faut participer à la formation, donc à une formation arbitre ligue certifié, qui dure également 6 heures de théorie, 9 heures de pratique, où là, évidemment, c'est pas le même support, on va approfondir les connaissances, on va faire beaucoup d'études de cas vidéo, et puis partager beaucoup les expériences des candidats, enfin des gens qui vont participer à cette formation, pour étudier les situations qu'ils auront pu rencontrer avec des problèmes ou des choses comme ça. On peut participer à la formation arbitre ligue certifié 1 an après l'obtention de son grade ligue accrédité. Pourquoi 1 an? Parce qu'on estime qu'il faut quand même un minimum d'expérience pour pouvoir participer à cette formation. Voilà, et avoir pratiqué pour avoir bien consolidé ses connaissances sur le premier grade. Après cette formation, on passe un examen qui est également à passer dans les 2 ans maximum après la formation, et en ayant arbitré au moins 10 matchs de double. Donc pareil, c'est pas 10 matchs sur une saison, c'est pas énorme à arbitrer, ça représente un gros week-end, on va dire, voilà. Donc le temps passé pour l'arbitre ligue certifié, c'est 2 week-ends en tout, donc pour la formation et l'examen, plus de l'entraînement, comme sur le premier grade, sur les tournois et ou au sein de son club. Ensuite, une fois qu'on est arbitre ligue certifié, on a également une obligation d'activité pour rester actif. Et là, cette phase, ça passe à 15 matchs par an. Voilà, parce qu'il faut pratiquer au maximum. Donc, si je résume, tu peux passer à la slide suivante, Alexandre, s'il te plaît? Donc, une petite échelle chronologique pour l'arbitre. Je pars sur mon temps T0. Je fais ma formation arbitre ligue accréditée. Donc, j'ai pris juste un week-end. Ensuite, on estime, bah, pareil, d'expérience par rapport à ce que j'ai pu vivre entre des personnes qui ont fait la formation initiale et qui ont passé l'examen. En gros, 3 mois après, on peut se présenter à l'examen pourvu qu'on ait fait ces 10 matchs, et jusqu'à 2 ans maximum. Donc, en gros, en 3 mois, vous pouvez devenir arbitre ligue accrédité. Évidemment, ça dépend aussi du calendrier que propose la Ligue, puisque tout ça, ce sont des actions qui sont proposées par la Ligue. Donc, quand je dis 3 mois, c'est sur un temps minimum. Toutes ces actions-là sont organisées en fonction des propositions des clubs, des disponibilités des clubs, et puis des compétitions aussi sur lesquelles on peut venir arbitrer, sur lesquelles on est accueilli. Ensuite, je passe donc à mon. Donc là, en T1, je suis arbitre Ligue accrédité. T1 plus 1 an, je peux passer en formation Ligue certifiée. Et de la même façon, en fonction de ce qu'on vous aura dit peut-être à l'issue de la formation ALC, quand on vous aura vu sur la pratique, entre 3 mois et 2 ans maximum, on peut également se présenter à l'examen. Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2 saisons, on peut former un arbitre pouvant officier en National 2. Pour la petite blague, est-ce qu'on peut en dire autant pour les joueurs? Voilà, c'est un petit parallèle taquin. Voilà pour ce qui est de la filière arbitre. Est-ce que vous avez des questions?
Ou est-ce que vous êtes surpris ou des réactions peut-être? Non, ça y est, je vous ai tous perdus, je vous ai tous endormis? Tout est clair, semble-t-il. Très bien. Easterburn, elle parle pas, elle écrit Easterburn. Ah bah, dans ce cas, si, tout est clair, on va avoir, Tu m'en veux vraiment d'être là, hein. Non, non, c'est vrai, j'écris et je dis que tout est clair, effectivement. OK, ça me va. Bah, dans ce cas, je vais poursuivre sur la filière, juge-arbitre. La filière juge-arbitre. Alors, qu'est-ce qu'un juge-arbitre? Être juge-arbitre, c'est être garant de l'équité et être responsable de tous les acteurs d'une compétition. Si j'image, là, sur la photo, donc les juges-arbitres sont en rouge et donc c'est vraiment, ben, les référents de la compétition, et les responsables, ce sont les responsables, pour tout incident. Ils doivent garantir, l'équité, donc c'est, lors du tirage au sort, pour un tournoi par exemple ou lors de l'ordonnancement des matchs pour une journée d'interclub ou des choses comme ça. Il y a des JA qui sont parmi nous, donc n'hésitez pas si vous voulez compléter mes propos, heu, j'en serais ravie. Pour suivre la formation de juge-arbitre, il faut déjà avoir suivi la formation Géo. Alors la formation Géo, c'est, la formation qui permet de, tenir une table de marque. Anciennement, ça s'appelait SOC, maintenant c'est Géo. Il faut savoir que, être géo, on va pas présenter cette formation, aujourd'hui parce que ça les géos ne font plus partie des officiels techniques. Ne me demandez pas pourquoi, c'est plutôt politique. Avant, ils étaient dans le corps des officiels techniques, maintenant plus. Ça, c'est un autre débat, qu'on n'abordera pas ce soir. Hem, voilà, donc la formation géo, de mémoire, c'est 2 fois une journée, il me semble, parce qu'il y a la formation pour, les logiciels et la formation pour, ben, savoir faire un échéancier, savoir, comprendre des tableaux, et des tirages au sort. Donc une fois qu'on est géo et qu'on a pratiqué un minimum, heu, la formation initiale de juge-arbitre, c'est 6 heures de théorie et 15 heures de pratique. Hem, donc pareil, autant dire qu'on ne va pas, lire tout le RGC. Alors contrairement les arbitres, ils vont apprendre les règles officielles, c'est-à-dire vraiment, comment se déroule un match. Les juges-arbitres, ils vont apprendre plutôt, le RGC, c'est le règlement général des compétitions, et ça va s'axer plutôt sur, comment est organisée, bah, une compétition, comment se déroule un tirage au sort, comment on fait un échéancier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des incidents, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout la même fonction que l'arbitre, hein. Et de la même façon que pour l'arbitre, quand on veut devenir juge-arbitre, on est maître de son parcours, en fonction du temps qu'on va y accorder. Des questions sur, cette présentation de juge-arbitre? Non? Je poursuis. Donc ah bah, voilà, je me souvenais plus que j'avais mis sur la slide d'après, donc je vous ai dit les grosses bêtises, sur la formation géo, c'est pas 2 jours, c'est 8 heures, donc encore plus court. 8 heures de théorie, on a le module ULC et le module OC, donc c'est ce que je disais, ULC c'est pour les logiciels et OC c'est, organisateur de compétition. Les logiciels, actuellement il y en a plusieurs, qui sont, utilisés pour gérer les compétitions. On a, BATnet, BATplus, BATtour n'existe plus je crois. Et puis il y en a d'autres qui sont en cours de développement et cetera. Tout ça c'est sur le site de la fédé. En tout cas, vous apprendrez, à utiliser, au moins ces 2 logiciels principaux, il me semble, sur cette formation. Cette formation est accessible aux licenciés à partir de 16 ans. Pourquoi 16 ans pour les JA et pas 11 ans comme pour les arbitres? Parce qu'il y a une notion de responsabilité,
plus importante, enfin pas plus importante, mais en tout cas, il faut être majeur pour être JA. Et donc, on peut commencer cette formation à partir de 16 ans. Pour le géo, on fait juste les 8 heures de théorie et après on est géo. On n'a pas besoin de pratique, pardon, on n'a pas besoin d'examen, mais bien au contraire, on a besoin de pratique. Parce qu'on ne va pas s'improviser géo sur les championnats de France vétérans, juste en ayant fait sa formation, ça fait un peu juste. Donc, il faut s'entraîner. En général, quand on va en formation géo, c'est pour souvent aider son club à organiser un tournoi, à faire une table de marque ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche que vous pouvez le faire aussi pour aider votre comité ou votre ligue aussi sur des compétitions qui dépendent de ces instances. Alors, le parcours de juge-arbitre, donc une fois qu'on a fait la formation géo, on va faire la formation JALA, donc juge-arbitre ligue accréditée. On garde toujours ces 2 grades, le premier grade ligue accréditée, le second grade ligue certifiée et qu'on décline avec les 3 fonctions. La formation, c'est 14 heures de théorie. Donc là, effectivement, sur la théorie, on va avoir aussi un peu de manipulation, mais c'est vraiment j'apprends comment se passe une compétition, je décortique un peu le RGC et puis alors quand moi j'ai fait la formation, il y a un bout de temps, on apprenait à faire un tirage au sort et puis un échéancier. Je pense que c'est toujours le cas sur cette formation. On a ensuite un stage pratique d'1 journée minimum sur une compétition avec un JA Ligue certifié, donc un JA qui a un grade au-dessus, parce qu'il aura de l'expérience pour vous accompagner. Et donc cette formation est accessible à tous les licenciés géo, donc les licenciés qui ont fait le stage géo et qui ont forcément 16 ans ou plus. Une fois qu'on a fait donc cette formation, on passe l'examen dans l'année qui suit la formation. On n'a pas 2 ans, on a 1 année. Voilà, et donc du coup, pour le temps qu'on passe pour devenir juge-arbitre ligue accrédité, donc on a 1 journée pour le géo, plus 2 week-ends pour la formation et l'examen. C'est un peu plus long que pour l'arbitre, je vous l'accorde, mais ça va proportionnellement à la responsabilité qu'on a. Ensuite, une fois qu'on est déjà là, on doit totaliser au minimum 3 journées d'activité par an afin de rester actif. Donc comme l'arbitre, il faut pratiquer pour conserver son grade. Et puis au niveau des compétitions, donc le JALA peut officier dans une salle de 7 terrains maximum, sans arbitre et avec des joueurs de niveau N3 maximum. Voilà, ça c'est pour en fait, quand on dit on peut officier dans une salle de 7 terrains maximum, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encadrer un tournoi qui est dans 2 salles. Et de toute façon, le règlement impose que c'est un juge-arbitre pour 7 terrains. Donc à partir du 8e terrain, il faut un 2e juge-arbitre et du coup changer. Ensuite, on passe au grade juge-arbitre ligue certifié. Donc ici, la formation, c'est 7 heures de théorie. On a également un module complémentaire IC pour les interclubs, pour ceux qui souhaitent, qui n'est pas du tout obligatoire, mais si vous souhaitez officier sur des journées d'interclub, il faut faire ce petit module. Donc c'est 2 heures de théorie et 2 heures de pratique sur une journée d'interclub. Donc en gros, vous préparez la journée d'interclub avec le JA qui a été désigné et puis vous voyez comment ça se passe. Voilà pour ce petit module complémentaire d'IC. Pour être juge-arbitre ligue certifié, cette fois, il faut aussi être arbitre de ligue accrédité. Forcément, puisque un juge-arbitre de ligue certifié va encadrer des arbitres. Donc il faut quand même un minimum qui connaissent les règles du badminton et qui sachent de quoi retourne l'arbitrage. Pour passer l'examen JALC, il faut avoir officié sur 12 journées sur les 3 dernières années civiles. Donc là, le parcours s'étend un peu. Pour l'avoir vécu, c'est bien de mettre autant d'activités
et en tout cas d'avoir de l'expérience avant de passer ce grade, parce que, en peu de temps, en 1 année ou 2 années, on peut pas, rencontrer plein de cas différents ou, être confronté à différents problèmes et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une progression et que quand on arrivera, sur la formation ou sur l'examen, on aura déjà un peu d'expérience et on saura de quoi il retourne. L'important, en fait, c'est vraiment de consolider ses bases avant, même de les maîtriser, avant de pouvoir passer l'examen suivant. Le temps passé. Le temps passé pour faire JLC, donc c'est 1 journée et demie de formation, 1 week-end d'examen et de l'expérience. Le JLC doit totaliser au moins 5 jours d'activité par an pour, rester, donc actif et il peut efficer sur toutes les compétitions avec arbitre. Donc là, du coup, il y a plus de restrictions, sur, le nombre de salles et puis le nombre, s'il y a des arbitres ou pas. Si je résume le parcours, sur, l'échelle chronologique, pour être, juge arbitre, donc, en T0, je passe ma formation, géo, donc 1 journée. Ensuite, on va dire, à peu près 2 mois après, c'est pareil, hein, selon le calendrier de la ligue, je peux passer la formation JALA. Donc la formation JALA qui dure, un week-end et ensuite, donc on estime à peu près à 6 mois et maximum 1 an, je peux présenter l'examen JALA. Pour la formation JALC, donc on conseille du coup 3 ans après, de rentrer en formation JLC, puis l'examen. En tout cas, 2 ans et demi, 3 ans, oui, 3 ans après, faire cette période-là. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'un JA, du 1er grade de ligue accréditée peut être, formé en 1 saison. En 1 saison maximum, on va dire 6 mois minimum, 1 saison maximum. C'est selon évidemment les disponibilités de chacun et cetera. Donc les discours de, «C'est trop compliqué, c'est trop long», non, c'est sur les grades suivants et donc c'est vraiment à la volonté de chacun, heu en fonction de l'évolution qu'on veut avoir quoi, où ça va prendre plus de temps. Alors je complète en disant qu'au niveau de la ligue, en fait, on a une session de formation initiale JALA par an et on a environ, je dirais, pas loin d'une vingtaine de dates d'examen de JALA. Parce qu'en fait, ça se passe sur une compétition où l'un des certificateurs est présent. Et donc, ça se passe sur des compétitions où les certificateurs, déjà eux-mêmes de leur côté officient. En fait, dans une année, il y a plein de dates en fait, pour passer l'examen. Moi, je vais juste compléter sur la formation GOE. C'est un week-end, hein, c'est pas 8 heures. Hein. Parce que sinon, on ne peut pas voir les modules, les différents logiciels et ainsi de suite. Eh bien, quand j'ai relu les textes, tu sais, c'est découpé maintenant en modules OC et ULC. Oui. Alors, peut-être que c'est, du coup 8 heures chaque module. Mais avec Formabad, c'est une formation de 15 heures, en fait, l'ensemble. Donc, tu as une D'accord, journée à 8 alors, heures, une journée à 7. OK, autant pour moi, du coup, c'est pas les 2 modules réunis, c'est, 1 plus 1 quoi. C'est 8 plus 7, 8 pour l'OC et 7 pour l'ULC, j'imagine, c'est ça, Ouais, c'est pas forcément réparti comme ça, mais au total, c'est sur ça fait un un week-end. week-end complet. D'accord, merci, on corrigera le PowerPoint du coup. Alors, certaines ligues font cette formation géo quelquefois un vendredi soir et un samedi, en fait. Quelquefois, des ligues font dans ce format aussi. Mais En tout cas, chez nous, faut que c'est vrai ça que c'est un respecte, week-end. les 15 heures. Alors, je Ouais, c'est sais, ça. ouais, très bien. Des questions sur le parcours juge-arbitre? Non? Ça n'a pas l'air. Alors, juste compléterai en disant que ce parcours que tu as expliqué, aussi bien arbitre que juge-arbitre, toutes les formations examens dont tu parles, ils sont délivrés et avec un planning établi par la Ligue.
La formation géo, c'est à la main des comités. Très bien. Ok, bah, si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de passer au juge de ligne, donc, qui est une troisième fonction d'officiel technique. Donc, un juge de ligne, qu'est-ce que c'est? Un juge de ligne, c'est un officiel technique qui va travailler en équipe avec l'arbitre. Donc concrètement, hein, sur les compétitions où on peut placer des juges de ligne, bah, ils vont, bah, comme leur nom l'indique, juger des lignes et indiquer leur décision à l'arbitre qui validera ou pas. Le parcours de juge de ligne, donc pareil, je vais vous décrire les deux grades. Donc il est assez rapide. Donc on a le juge de ligne fédéral accrédité, qui donc là, cette fois, on a la formation et l'examen en même temps. Donc cette formation, elle est également accessible à tous les licenciés à partir de 11 ans. Et ça représente 3 heures de théorie et 3 heures de pratique. Donc les stagiaires vont officier sur 3 matchs minimum. Et donc en une journée, on fait la formation et l'examen. Ensuite, juge de ligne fédéral certifié. Donc il faut être arbitre stagiaire, donc ça veut dire qu'il faut avoir fait la formation ALA pour participer à la formation juge de ligne fédéral certifié. Et ensuite, cette formation représente 1 heure de théorie et 7 heures de pratique. Les stagiaires vont officier sur 5 matchs minimum. Et donc cet examen, enfin formation-examen, souvent est organisé sur 4 jours sur les championnats de France seniors. Non, c'est pas ça. Pardon. On a 4 Si, c'est journées. ça, si, c'est ça, c'est bien. D'accord, autant pour moi. Désolée, je suis pas juge de ligne, donc je maîtrise nettement C'est moins ça. cette partie. Donc effectivement, c'est 4 jours sur les championnats de France seniors qui sont proposés par la Ligue à la fédération. C'est ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, donc cette filière de juge de ligne, elle est toute récente. Et donc elle progresse énormément. La Ligue Pays de la Loire est très bien lotie en juge de ligne en termes de nombre. Nous sommes Et puis, 43. ouais, bah, ils sont très bien lotis. On est, je crois, les deuxièmes. Je crois, le meilleur, c'est 46. Nous en avons 43. Grâce à Hugues Jobard qui fait un très bon travail. Et Mickaël Mercier. Ouais, exactement. Et donc, il faut savoir que les juges de ligne sont obligatoires pour les clubs évoluant en top 12. Il faut au minimum 6 juges de ligne, il me semble, 6 ou 8. C'est 8 juges de ligne. Donc c'est intéressant d'en former. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas un club en top 12 qu'on n'est pas obligé de. On en a un. Oui, non, mais bien sûr, on en a un C'est pas parce que. dans la ligue. Mais c'est pas parce que mon club n'a pas d'ambition d'aller en top 12 ou en national que on ne propose pas cette formation, parce que chaque formation en fait a un certain bénéfice sur les personnes, et donc je trouve que c'est important de proposer à chaque licencié les 3 types de formations avec des rôles complètement différents, et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. C'est un bon point d'entrée en particulier pour les jeunes pour prendre des responsabilités dans les fonctions d'officiel technique, à mon sens. Et la Ligue a formé beaucoup de juges de ligne dans le cadre du championnat de France jeunes. Là, il y a le championnat de France Paradad qui vont arriver en janvier l'année prochaine, aussi en Pays de la Loire. Donc, on va essayer d'en former d'autres aussi, pour qu'il y ait d'autres juges de ligne qui puissent participer à cette manifestation. Et puis, sur les juges de ligne, au niveau de la Ligue, il faut savoir aussi que de notre côté, vu qu'on est une ligue assez en avant sur ce domaine-là, au niveau de la commission des officiels techniques de la Ligue,
on a pris le parti d'aider en fait ces juges de ligne à officier sur les compétitions des interclubs nationaux. Quand je dis interclubs nationaux, c'est le top 12 compris. Et donc, on est en partenariat avec les clubs où la Ligue nomme des officiers, des juges de ligne sur quelques rencontres et les indemnise pour aller. Donc, en fait, on les aide en fait au maximum parce que autant les arbitres, les JA sont des officiers techniques qu'on peut voir sur les compétitions de manière plus facile, autant les juges de ligne, il y en a pas tant que ça. Les clubs ne font pas appel de manière naturelle. Donc, en fait, on les aide. Voilà, Adeline. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 parcours? Non, j'ai pas tout lu sur le chat. Alexandre, tu peux me dire s'il y avait des questions ou pas? Non, il y avait une remarque de Jean-Pierre, mais c'était pas une question en soi. D'accord, ça marche. J'ai une Du coup, question. oui, Un non licencié ne pourrait pas être juge de ligne? non. En fait, toutes les formations sont encadrées aujourd'hui par Formabad, donc c'est l'instance de formation de la fédération. Et donc, il faut absolument que les jeunes soient licenciés pour cela. Il y a éventuellement des filières avec l'UNSS, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. Hugues doit connaître ça mieux que moi, mais je crois pas qu'il soit parmi nous ce soir. Non, je dis ça parce qu'en 2018, au championnat de France de Parabad au Pertuis, Ouais. il avait été accepté que des scolaires qui avaient suivi une formation de 3 heures sur les lignes spécifiques du Parabad avaient eu le droit, durant tout le championnat de France, d'être juge de ligne. Donc, c'était ça ma question. Ben, je pense, Stéphane, il faudrait que tu te rapproches de Formabad. Après, en fait, c'est dans le cas de Formabad, ce que tu expliques, Adeline, est tout à fait est la vérité. En fait, la vérité, c'est que pour être juge de ligne, gradé, validé, il faut être licencié et rentrer dans le moule Formabad. Ça, c'est ce qu'on explique. Maintenant, sur une compétition, faire en sorte que quelqu'un soit formé à juste juger des lignes et puis que la fédération et le juge arbitre acceptent cette démarche, c'est autre chose, Philippe, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça que… C'est encore autre chose. Pour avoir le grade et pour avoir une formation officielle avec un formateur, le grade et tout ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc c'est pour ça qu'on peut se rapprocher de Hugues pour pourquoi pas faire un… Parce que en fait, on va faire des sensibilisations dans les écoles, collèges, lycées, nous aussi, sur Carquefou avant le championnat de France. Et on avait éventuellement mis dans notre projet le fait de… pourquoi pas profiter de ces journées-là pour, avec les profs de sport de ces collèges et lycées, permettre un module de formation spécifique de juge de ligne pour qu'ils puissent venir sur le championnat de France de Parabad en tant que, enfin, pour aider quoi. Si on n'avait pas après la formation, la formation c'est une journée, donc après il faudrait qu'ils soient licenciés. Bah ouais, mais ils le sont pas. S'ils le sont pas, ouais, c'est après, ce qu'il y a, c'est que le risque, et c'est au-delà c'est surtout faire en sorte de vérifier qu'ils pourront vraiment aussi officier au moment du Parabad. C'est surtout ça. Dire, mais si je peux intervenir, ce que je veux dire. Sur les différents championnats de France qu'il y a pu avoir, et notamment sur les Parabad ou même sur des compétitions que j'ai pu faire à l'étranger, clairement les juges de ligne, effectivement, bien souvent, ce sont des scolaires qui sont sensibilisés en amont de la compétition. Et aujourd'hui, ce qui va être dommage, c'est que s'ils sont pas licenciés, ils seront pas gradés, mais ça les empêche pas d'officier sur la compétition. Alors, je parle sans filer, mais Philippe, je pense qu'il faut que tu te rapproches du comité d'organisation au niveau de la fédération, qui va te rediriger vers le juge arbitre et qui te donnera l'autorisation, bien évidemment. Enfin, sinon tu te retrouves, si on fait pas appel aux scolaires, on se retrouve sans juge de ligne, quoi. Enfin, les gens travaillent et c'est compliqué, quoi. Mais non, et puis souvent ils aiment beaucoup. Ça peut créer des vocations aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est une idée aussi d'aller chercher peut-être un public non licencié qui peut le devenir aussi derrière.
Tout à fait. Il peut découvrir quelque chose qui lui plaît et du coup, il dit tiens, bah, j'ai bien aimé, pourquoi pas continuer aussi. Voilà, une manière de faire de la prospection. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on avait démarré sur le championnat de France jeune en 2013 au Grand Oui. Espace. Ouais. Et on avait démarré effectivement, mais je sais que là, pour le championnat de France jeune des Poncé l'année dernière, on ne nous a pas autorisé à fonctionner sans juge-arbitre licencié. Juge de ligne. Juge de ligne, pardon. Mais c'est pour ça qu'il faut se rapprocher, c'est ce que dit Adeline, il faut se rapprocher du comité d'organisation, du cahier des gens qui établissent le cahier des charges. Et si les gens au niveau fédéral et le JA acceptent des juges de ligne non validés juges de ligne, mais ont été formés tant soit peu. Bah, je ferai la demande et puis je vous transmettrai les réponses. Ouais, très bien, très bien. Pour voir si on peut pas faire quelque chose. D'autres interventions? Oui, Jean-Pierre me précisait aussi qu'à Saintes, avait été également le cas de juge de ligne non licencié, mais qui officiait sur les championnats de France. Ouais. Oui, à partir du moment où c'est convenu en amont avec le comité d'organisation et le JA, il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas et qu'on impose autre chose, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Ça se trouve, ce sera différent, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Très bien. Je poursuis sur le deuxième objectif de la soirée, qui est de changer la façon de voir de percevoir, pardon, un officiel technique. Donc là, ça fait bien 3/4 d'heure que je parle. Je le sens dans ma gorge. Et donc j'espère que je vous ai convaincu que le parcours n'est pas si compliqué que ça pour devenir officiel technique, en tout cas pour accéder au premier grade, que ça soit dans les 3 filières. Je tiens à souligner également que vivre l'expérience d'officiel technique, c'est aussi s'épanouir sur le plan personnel. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, effectivement, juge de ligne, c'est aller vers de la prise de décision, enfin un premier niveau de prise de décision. Je dirais qu'il en est de même sur l'arbitrage. Donc ce sont des expériences super intéressantes, mais pour plein de profils. Alors j'aurais plusieurs anecdotes à vous raconter, mais je vais m'abstenir et je les partagerai avec vous volontiers si vous le souhaitez. Mais moi j'ai vu des jeunes complètement renfermés, complètement qui se présentaient sur des formations et puis qui 6 mois après étaient complètement changés et complètement épanouis parce que voilà, ils ont pris des responsabilités et ça leur a aussi servi dans leur vie personnelle. Donc c'est un argument fort. Je ne sais pas si pour vous je suis suffisamment convaincante comme ça, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce point-là, je pourrais volontiers vous en parler. Devenir OT, ça ne demande pas d'arrêter de jouer. Il y a encore beaucoup d'officiels qui continuent à jouer. Et donc, c'est pas parce qu'on devient arbitre, JA, juge de ligne qu'on s'arrête. Moi, je suis arbitre et JA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je continue à jouer. Et ce qui m'arrêtera de jouer, c'est plutôt mon état physique plutôt que mon envie. Donc, voilà, c'est pas incompatible. Devenir OT aussi, c'est effectivement améliorer ses connaissances des règles. Moi, je m'aperçois que quand je suis en jeu libre ou même en tournoi, on a beaucoup de choses qui sont acquises par mégarde, j'ai envie de dire, ou par méconnaissance. C'est oh bah tiens, on a 15 secondes pour récupérer avant de resservir. Enfin, des choses complètement délirantes. Celle-ci, c'est pas la plus délirante, hein. Mais quand on est en formation, beaucoup de joueurs nous disent ah mais je savais pas ça, mais je savais pas, je vais le mettre en pratique, c'est super. Et voilà, c'est aussi une façon d'améliorer ses connaissances. Alors même si par simple curiosité, en fait, on peut participer à une formation,
pour comprendre comment se fait un tirage au sort, comment un GIA prend des décisions sur telle ou telle situation. Bah, voilà, ça peut être intéressant aussi. Un point que je tenais aussi à souligner, c'est que les formateurs et les évaluateurs sont des personnes compétentes et pédagogues. Ils ont été formés pour cela. Encore une fois, souvent, on pense que les OT sont des bénévoles et puis on prend le premier venu pour aller faire des formations ou des examens. Et des fois, tout ça, c'est pas très clair. Donc, je tiens à bien préciser tout cela, c'est que quand on devient formateur ou quand on devient évaluateur, on suit une formation spécifique pour apprendre tout simplement les outils pédagogiques qu'on doit utiliser pour des formations. Et puis, c'est pareil, quand on fait des évaluations, on n'a pas toujours que des choses positives à dire. Donc, c'est pas simple. Et puis, il faut les dire avec un petit peu de tact. Donc, ça, soit on le sait déjà naturellement, soit on a quelques outils aussi pour les apprendre. Donc, voilà. C'est une formation d'un week-end. Ouais. Oui, effectivement, c'est une formation d'un week-end. Un point aussi que j'ai donné en tout début de webinaire, c'est que les officiels officient pour les joueurs et le jeu. C'est un point vraiment essentiel. L'arbitre, il n'est pas là pour lui-même, il n'est pas là pour se faire briller lui-même. Il est là pour faire briller les joueurs. Et donc, moins on le voit, mieux on se porte. Donc, c'est vraiment mettre toutes ses compétences, toute sa concentration, toute son énergie au service des joueurs et du jeu. Et j'ai constaté, et beaucoup de personnes ont constaté également, que plus les joueurs sont arbitrés, plus ils se concentrent sur le jeu et plus ils apprécient. Comment dire? Oui, effectivement, quand des joueurs n'ont pas l'habitude d'être arbitrés, les premières fois, ça peut les perturber un peu parce qu'il y a quelqu'un qui dit le score à leur place ou qui fait une annonce en début de match, etc. Mais au final, pareil d'expérience, vous me direz, je suis peut-être tort, hein, vous avez peut-être d'autres sons de cloche, les joueurs apprécient d'être arbitrés et trouvent que c'est plus simple de jouer ainsi. Et enfin, un des points aussi par lequel j'ai commencé et je terminerai, les OT sont des licenciés de la fédération et ils sont formés. Et donc, ce ne sont pas des bénévoles. J'insiste sur le fait que on passe du temps sur ces formations et donc ça ouvre droit à une indemnité. Un entraîneur, il passe des formations, il passe des examens, il a un niveau, il en vit, c'est sa profession. Un arbitre, on en est très très loin. Ceci dit, on a quand même le droit à une indemnité par rapport à ça. Moi, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai déjà martelé maintes et maintes fois dans des séminaires pour ceux et celles qui y étaient déjà. J'ai toujours dit, comme tu le dis très justement, que ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des gens volontaires, ce sont des gens qui sont passionnés par le sport, passionnés par ce qu'ils font. Ils sont volontaires, formés et indemnisés, mais pas des bénévoles. Voilà. Tu as tout à fait raison. Merci Stéphane. Pour ma part, j'en ai fini sur ces deux premiers objectifs. Donc, j'espère vous avoir un peu éclairé et donc avoir démystifié cette fonction d'officiel technique. Je vais vous demander si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir. Avant de laisser la parole à Stéphane, qui conclura avec les actions de la Ligue pour les OT. Ok. Pas de questions. Stéphane, je te laisse la parole du coup. Ok, je termine
Donc, les actions de la Ligue. Voilà, merci Alexandre. La Ligue a dans ses rangs une commission qui s'appelle la Commission Ligue des officiers techniques, avec son acronyme la CLOT. Et cette commission est responsable de monter, d'organiser les formations et examens pour les officiers techniques, donc les JA, les arbitres, jusqu'au niveau Ligue certifiée qui vient d'être exprimé par Adeline. Au-delà, les autres grades, c'est la fédération. Et les juges de ligne au grade fédéral accrédité. Pour ce faire, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on a un calendrier qui est présenté en début de saison et on a environ plus de 20 sessions de formation initiale ou d'examen ou de formation au module interclub, etc. Tout ce que vient d'être exprimé. On a une date de formation initiale de JA, généralement par an. On a une ou deux dates de formation initiale d'arbitre. On a souvent une date, maximum 2, de formation de juge de ligne fédéral accrédité. Et puis à côté de ça, on a de nombreuses dates pour les examens de JA. On a 2 dates souvent de passage de grade pour les arbitres. Et puis, quelquefois, une formation complémentaire pour la partie arbitre Ligue certifiée. J'ai mis 20, mais on voit que finalement, au fur et à mesure d'en parler, en fait, on a bien plus que 20 dates sur la saison. Donc, j'ai listé un certain nombre d'objectifs qui sont poursuivis par la CLOT. Donc, une des premières actions et des premiers objectifs de la CLOT, c'est de former et évaluer au grade Ligue. Voilà. Former à travers un ensemble de personnes qui ont été donc formées pour encadrer les formations initiales. Au niveau de la Ligue, aujourd'hui, il y a environ une bonne dizaine de personnes qui ont été formées et qui sont, par la Ligue et par la Fédération, accréditées pour pouvoir encadrer des formations et des examens. La Ligue aussi a comme vocation d'accompagner tous les officiels techniques, en particulier par la mise en place d'un suivi continu. C'est ce qui a été engagé cette saison sur le CRJ, le championnat régional jeune, et au travers d'actions comme on fait aujourd'hui, de webinaires ou de regroupements sur les compétitions Ligue, comme on l'a pu faire au nom du CRJ, d'accompagner nos officiels techniques tout au long de leur parcours. Dans le cadre de l'accompagner aussi, on a l'accompagnement des stagiaires, chose que je mets à la fin du slide. Quand on a la formation initiale, au niveau des arbitres, on a la volonté, alors chose qu'on essaie de développer, mais qui est pas toujours simple, parce que les jeunes stagiaires, quelquefois, n'osent pas déranger les parrains, mais la volonté de développer un peu un parrainage, avoir des parrains qui aident les stagiaires pour les accompagner sur les compétitions, un petit peu les coacher, les aider pour rentrer aussi dans la famille des officiels techniques. Voilà. Dans l'accompagnement aussi, qui est le début de la mise en place d'un suivi continu qu'on a fait dès cette année, c'est aussi accompagner nos JA, nos arbitres, nos juges de ligne vers les grades fédéraux et plus, et essayer de dépasser un jour Adeline, voilà, pour aller plus loin et aller dans des niveaux de compétition encore plus élevés. Voilà. Tu voulais intervenir, Adeline? Non, c'est qui voulait intervenir, Sophie? Non, c'est moi qui fais. Non, mais je vais aller plus haut qu'Adeline. Ouais. Pas demain pour moi, mais j'ai de grands projets. Faut qu'on essaie de la rattraper. Ouais, elle est grande, Adeline. Voilà, donc la vocation aussi de la CLOT, c'est d'accompagner aussi tous ces arbitres et tous ces JA et tous ces juges de ligne
pour tirer le niveau vers le haut et faire en sorte qu'on soit une ligue qui soit mise en avant et qui ait surtout des officiels techniques de qualité et qui vont faire que le jeu va être encore plus simplifié pour les joueurs, que les tournois vont être de plus en plus attrayants. Voilà, ça va être un tout en fait qui va faire que c'est un ensemble ligérien qui va en tirer bénéfice. Développer la présence de tous nos officiels techniques sur l'ensemble des compétitions de la Ligue. Les interclubs, Adeline l'a cité tout à l'heure, il y a des interclubs aujourd'hui, on voit des JA, mais demain, il y aura des arbitres. Je peux vous le dire tout de suite. Sur les CRJ, on voit depuis, c'est la 2e année où il y a des arbitres, un peu plus d'arbitres, voilà. Et c'est important aussi, dans le cadre d'une compétition régionale jeune, d'avoir des arbitres qui soient là et qui puissent accompagner nos jeunes dans ces fonctions. Il y a les TRJ, il y a des DRP, il y a plein de compétitions possibles où il faut qu'on développe en fait cette visibilité des officiers techniques pour faire en sorte aussi de créer des vocations pour certains. Et puis, comme le disait Adeline tout à l'heure, faciliter la vie, faciliter le jeu aux joueurs et donc gagner en efficience pour eux. La vocation et l'objectif aussi de la CLOT, c'est de promouvoir les fonctions d'officier technique auprès des clubs. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. Promouvoir auprès des clubs par des webinaires, par des actions, des interventions auprès d'instances locales. On a été interpellé, malheureusement on n'a pas pu le faire parce que le Covid est arrivé, est passé par là. On avait été interpellé au niveau de la CLOT pour intervenir dans des écoles pour expliquer ce qu'était un arbitre auprès de jeunes, d'un public jeune. CM1, CM2, c'était ça Jean-Pierre, je ne me souviens plus exactement. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que la crise sanitaire est passée par là. Et donc, c'est des choses aussi qui sont importantes à développer par des petites actions auprès des clubs. Et c'est aussi chacun d'entre nous qui doit être l'ambassadeur de nos fonctions auprès de toutes ces instances. Sensibiliser les plus jeunes par des actions locales, en fait, c'est ce que je viens de dire. Accompagner les stagiaires par du parrainage, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi, on a à accompagner, chose qu'on fait pas autant qu'on devrait le faire, mais objectif aussi, d'accompagner le pôle espoir dans la compréhension des règles et la relation avec les OT. Nos plus brillants espoirs de badminton du pôle sont déjà dans des sphères de badminton élevées où ils rencontrent très souvent des arbitres, des juges arbitres et du jeu ligne, mais c'est aussi les accompagner dans la compréhension de c'est quoi un arbitre, c'est quoi un juge arbitre, c'est quoi un juge de ligne. Il n'est pas là pour faire la police, comme le disait Adeline au début. Voilà, c'est aussi la pédagogie. Voilà, on peut s'arrêter là parce que les objectifs, on peut en avoir d'autres, mais c'est déjà beaucoup. Et après, il y a tout ce qui est ce que j'ai pas mis, mais il y a de manière générale aussi le suivi d'activité auprès de nos OT. La Ligue, en fait, a aussi comme objectif de suivre les activités et d'accompagner tous nos OT dans leur activité quotidienne et annuelle. Voilà. Avez-vous des questions sur ce point-là? Non, c'est clair aussi? J'ai juste une question, Stéphane. Alors, c'est pas par rapport à ce que tu as dit. Est-ce qu'il y aura un séminaire cette année? Oui. Alors, je l'ai calé le 2 ou 3 octobre. Alors, se fera-t-il en présentiel? Se fera-t-il sous une forme qui ressemble à celle-ci? Je ne sais pas. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de dates en fait au mois d'octobre qui étaient vraiment possibles entre des élections, entre
entre des interclubs, entre des coupes diverses et variées ou tournois, il n'y avait pas beaucoup de créneaux. Et je crois que je l'ai mis le 2 octobre. Si vous avez un calendrier sous les yeux, je crois que c'est le 2 octobre, samedi 2 octobre, je ne sais pas exactement. Voilà. 2 ou 3 octobre. 3 octobre, si c'est un samedi. Si c'est un présentiel, je ne sais pas où ça se fera. Et sinon, ça se fera peut-être sous un format de ce type-là. Ok, merci. Pas d'autres questions? Vous voulez revenir sur des sujets qu'a évoqué Adeline tout à l'heure? Non, tout est clair? Adeline, Alexandre, vous voulez ajouter quelque chose? Pour ma part, non. Vous avez tout dit. S'il y a des Adeline? questions. Non, non, pareil, c'est tout bon pour moi si personne n'a de commentaires. Pas d'autres commentaires? Non? Pour moi. Ok, bah écoutez, on va s'en arrêter là dans ces cas-là.